Bienvenue dans cette exploration approfondie des fondements de la littérature africaine, un voyage au cœur des récits qui ont façonné un continent en pleine mutation. Au-delà des simples histoires, la littérature africaine est une force vive, un témoignage éloquent de bouleversements, d'espoir et de désillusions qui ont façonné l'Afrique au milieu du XXe siècle jusqu'à nos jours. Bonjour à vous, amoureux de mots, passionnés d'histoire, et bienvenue dans ce troisième épisode de plongée dans les racines de la littérature africaine, ici sur From Voice to Word. Aujourd'hui, nous allons remonter les temps pour analyser l'âge d'or de la littérature africaine post-indépendance de 1960 à 1980 et le mouvement littéraire emblématique du Maghreb et de l'Afrique du Sud. Cette période fut un véritable moment de bascule où la plume, loin d'être un simple outil de divertissement, s'est imposée comme un instrument puissant de critique, de mémoire et d'émancipation. En regardant de près ces dynamiques, il est essentiel de comprendre comment les écrivains africains ont transcendé les contextes politiques et sociaux pour créer des œuvres d'une richesse inégalée qui continuent de résonner avec force aujourd'hui. Les années 1960 marque un tournant décisif dans l'histoire du continent africain. Les nations africaines, l'une après l'autre, brisent les chaînes du joug colonial, abordant fièrement leurs nouveaux drapeaux et entonnant leurs hymnes nationaux. Mais au-delà des symboles politiques, c'est l'âme même de peuple qui se libère, celle de la parole, de l'écriture, de la mémoire. Cette période faste, souvent désignée comme l'âge d'or, est caractérisée par une effervescence littéraire sans précédent, où la littérature devient le fer de lance d'une véritable renaissance culturelle. L'indépendance politique, si ardemment souhaitée et chèrement acquise, ne signifie pas pour autant une émancipation totale. Un enjeu majeur de cette période est la distinction entre l'indépendance politique et l'indépendance culturelle. Comment se défaire des schémas de pensée imposés par la colonisation? Comment retrouver une voix propre, une identité authentique après des décennies de dévalorisation? C'est dans ce contexte que l'expression écrite est devenue un instrument essentiel de reconquête. L'écrivain africain, auparavant relégué au statut d'indigne dans un système colonial, se métamorphose en un intellectuel engagé, profondément conscient du rôle social de ses mots. Sa mission dépasse désormais la simple narration. Il est le porte-voix des aspirations, des frustrations, des espoirs de son peuple. La littérature n'est pas un loisir, mais c'est une nécessité, un champ de bataille où se joue la réappropriation identitaire et la décolonisation de l'esprit. Écrire devient un acte de résistance, un moyen de se libérer non seulement du territoire, mais aussi des résidus psychologiques et culturels du passé colonial. C'est par l'écriture que les sociétés africaines se reconstruisent, se racontent, se projettent. L'âge d'or a vu l'émergence de plusieurs courants littéraires distincts, chacun portant une facette des préoccupations de l'époque. Le réalisme politique est sans doute l'un des courants les plus emblématiques de cette période. Il se caractérise par une distinction sans phare des réalités sociales et politiques, souvent à travers des prismes de lutte populaire et de défis de construction nationale. Ousmane Sembène, auteur sénégalais, figure titulaire de ces mouvements, est un exemple parfait. Son roman Le bout de bois des dieux, sorti en 1960, était un récit collectif magistral, dépeignant la grève des cheminots du Dakar, Niger, en 1947. Ce n'est pas l'histoire d'un héros solitaire, mais un cœur social où chaque voix compte, de la femme courageuse aux anciens dignes, en passant par les ouvriers unis. Sembène utilise un style clair, direct et rodé, visant à toucher un large public. Son objectif est de délivrer un message politique puissant, ancré dans la dignité humaine et la solidarité. Son écriture est à la fois un témoignage fidèle des événements, un appel à l'action
et un véritable manifeste pour la dignité des travailleurs et du peuple. Parallèlement au réalisme, une écriture post-coloniale critique émerge, se distinguant par son audace formelle et sa dénonciation virulente des dérives. Sonny Laboutansi, auteur congolais, incarne parfaitement ces courants avec des œuvres comme La vie est demie. Il utilise une langue vivante, frénétique, non pour amuser, mais pour mieux dénoncer l'absurdité et la violence du pouvoir. La cruauté est rendue tellement caricaturale qu'elle en devient insupportable, poussant le lecteur à la réflexion. Amadou Kourma, auteur de La Côte d'Ivoire, avec Le Soleil des indépendances, sorti en 1968, développe une approche linguistique révolutionnaire. Il opère une hybridation du français et des langues africaines, créant un néo-français qui intègre la syntaxe, le rythme et l'imaginaire des langues vernaculaires. Nkrumah déconstruit la langue du colonisateur et l'adapte à la réalité africaine tout en dénonçant avec virulence les élites post-coloniales et leur déconnexion grandissante avec le peuple. Son œuvre est une critique amère des promesses non tenues de l'indépendance. Au sein de cette effervescence, les voix féminines commencent à se faire entendre, brisant les silences imposés par des siècles de traditions patriarcales. Les féministes en émergence dans la littérature africaine est un mouvement crucial pour la réappropriation du récit par les femmes elles-mêmes. Mariama Ba, autrice sénégalaise, avec son roman épistolaire Une si longue lettre, écrit en 1979, offre un regard intime et poignant sur la condition féminine. À travers des lettres échangées par Ramatoulaye, une femme sénégalaise analyse son mariage, ses rêves déçus, ses espoirs et ses désillusions. Elle incarne la voix féminine dans une littérature alors largement dominée par les hommes et explore avec finesse la pression traditionnelle qui pèse sur les femmes africaines, notamment face à la polygamie et aux injonctions sociales. C'est une œuvre fondatrice qui ouvre la voie à d'autres récits féminins. La littérature de cet âge d'or se consacre également à la mémoire, en se penchant sur les silences du passé, les violences coloniales, les compromissions politiques des nouvelles élites et les espoirs volés du peuple. Il s'agit de nommer ce qui a été tué, de donner une voix aux oubliés. L'écrivain africain se positionne comme un guetteur. Il observe les dérives, alerte les dangers et prophétise les conséquences des promesses non tenues et des trahisons. Mais au-delà de la dénonciation, il est aussi le chantre de la résilience des peuples, de leur capacité à se réinventer et à survivre malgré l'adversité. Après cette immersion dans l'Afrique subsaharienne, tournons-nous vers le Maghreb, un espace singulier où la littérature a développé ses propres spécificités, notamment en raison de sa relation complexe avec la langue française. Ici, les Français, langue perçue comme celle du colonisateur, devient paradoxalement un outil de subvention et de libération, un véhicule pour explorer les identités et les tensions. Le Maghreb, marqué par une longue histoire de colonisation française, présente un paradoxe linguistique fascinant. La langue française, bien qu'instrument de domination culturelle, s'est imposée comme un moyen d'expression international pour de nombreux écrivains. Cette dualité crée une double tension pour les auteurs maghrébiens. D'une part, la nécessité de rester fidèles à la mémoire locale, aux traditions orales et aux réalités de leur société. D'autre part, le désir de donner une portée universelle aux thèmes abordés, de toucher un public au-delà des frontières maghrébines. Les récits maghrébiens deviennent ainsi des lieux de dialogue complexes et parfois conflictuels avec l'histoire. Celle de la colonisation, des guerres de dépendance et des défis post-indépendance. Le corps social, ses normes, ses tabous, ses injustices et la mémoire collective. Les souvenirs traumatiques, l'identité fragmentée. La langue française est alors pliée, malaxée, réinventée pour exprimer cette réalité complexe, devenant un outil de subvention plutôt qu'un symbole d'aliénation. Plusieurs figures emblématiques ont marqué la littérature maghrébine par leur audace stylistique et thématique. Kateb Yassine, auteur algérien, avec son livre Nedjma, écrit en 1956. Nedjma est une œuvre mythique, à la fois dense et fragmentaire, considérée comme le roman fondateur de la littérature algérienne moderne. Nedjma, le personnage central, est bien plus qu'une femme. Elle a un symbole algérien, une figure de la femme mère patrie, à la fois énigmatique
fascinante et brute. Elle incarne l'Algérie elle-même, avec ses contradictions, ses blessures et sa quête d'identité. Le style poétique et allégorique de Kateb Yassine traduit parfaitement la fracture identitaire de l'Algérie coloniale. Une nation tiraillée entre ses racines et l'influence étrangère. Sa narration non linéaire et ses multiples narrations reflètent la complexité de l'histoire algérienne. Un chef-d'œuvre que je vous conseille de lire. Assia Djebar est une figure majeure de la littérature féminine maghrébine. Son œuvre est un récit hybride, mêlant la mémoire historique, l'autobiographie et la fiction. Avec l'amour, la fantaisie, elle donne voix aux femmes silencieuses de la guerre d'Algérie et de l'après-guerre. Elle met en lumière une mémoire féminine et collective qui avait été longtemps occultée par les récits masculins de l'histoire officielle. Djebar réalise une association subtile de la langue française et de l'arabe, non pas pour les opposer, mais pour les faire dialoguer, symbolisant ainsi un héritage riche et une quête de modernité. Elle démontre que la littérature française peut être un espace de liberté pour exprimer des identités plurielles. Albert Memmi, écrivain essayiste tunisien de confession juive, est un penseur essentiel des dynamiques de la colonisation et de ses répercussions sur l'identité. Son œuvre majeure, Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, n'est pas un roman, mais un essai sociologique et psychologique percutant qui a eu une influence considérable sur la pensée anticoloniale, aux côtés de figures comme Frantz Fanon, théoricien de la colonisation et militant anticolonialiste. Tahar Ben Jelloun, lauréat du prix Goncourt pour La Nuit Sacrée, est un écrivain engagé. Son œuvre se distingue pour son engagement profond pour l'émancipation sexuelle et sa lutte contre la domination patriarcale dans la société marocaine. Son style poétique, parfois mystique et parfois dérangeant, lui permet d'aborder frontalement des sujets tabous. Il n'hésite pas à explorer des questions comme les genres, comme les mécanismes du patriarcat, offrant une critique acerbe des conventions sociales et religieuses qui oppriment les individus. Déplaçons-nous maintenant vers l'Afrique du Sud, un pays dont l'histoire a été profondément marquée par l'apartheid. Ce système politique d'une brutalité inouïe a créé un taureau unique pour une littérature non seulement de résistance, mais aussi de profondes réflexions éthiques et historiques, une littérature qui interroge la conscience humaine face à l'injustice. L'apartheid de 1948 à 1994 fut un système institutionnalisé de ségrégation raciale qui a marqué l'Afrique du Sud pendant près d'un demi-siècle. Il a instauré un climat de violence légalisée, privant la majorité noire de ses droits fondamentaux, de sa dignité humaine et de son accès aux ressources. Dans ce contexte oppressif, les écrivains ne pouvaient pas rester passifs. Ils sont devenus des acteurs, des témoins, des militants engagés. L'écriture en Afrique du Sud a joué un rôle politique fondamental. Elle a servi à dénoncer les horreurs de l'apartheid au monde entier, à réveiller les consciences tant qu'intérieures qu'extérieures du pays et à poser la question cruciale de la réparation des injustices du passé. La littérature n'était pas un refuge, mais une arme, une tribune où les voix des opprimés pouvaient enfin s'exprimer. La richesse de la littérature sud-africaine se manifeste à travers des auteurs qui ont marqué leur époque et au-delà. L'un des pionniers de la littérature nord-sud-africaine, son roman Moody, écrit en 1919 et publié en 1930, est considéré comme le premier roman écrit en anglais par un auteur noir sud-africain. Il a également été intellectuel, un linguiste et un militant politique majeur dans la lutte contre la ségrégation. Considérée comme la première femme noire subsaharienne à publier un roman en anglais. Son œuvre la plus célèbre, Muriel as Metropolitan, écrit en 1975, est basée sur ses propres expériences en tant que vendeuse dans un magasin à Johannesburg. Il explore les discriminations raciales sexistes que les femmes noires subissaient dans le monde du travail. Ses écrits sont des témoignages directs de la vie sous l'apartheid du point de vue d'une femme noire. Auteurs prolifiques dont les œuvres comme Mind Boy, Path of Thunder ont exploré les dures réalités de la vie sous l'apartheid, notamment les conditions de travail dans le mine et les relations raciales. Il a souvent été contraint à l'exil en raison de ses prises de position. Une pionnière, elle est l'une des premières femmes noires sud-africaines à publier des mémoires en anglais. Ses ouvrages dont une cale à African Contrast, écrit en 1960, et The Okri People, Scene of a South African Life en 1963, offrent un aperçu unique de sa vie entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni,
contrastant les cultures, explorant le dynamisme familial et social avec une perspective affûtée. Nadine est une figure exceptionnelle, une voix blanche, authentique, qui a élevé une critique puissante et incessante contre l'apartheid. Son œuvre témoigne des dilemmes moraux existentiels imposés par ces régimes. Dans Bergersdota, elle explore le dilemme moral d'une jeune sud-africaine, Rosa Berger, fille d'un militant anti-apartheid emprisonné face à l'héritage de la lutte et au poids des attentes. Son roman July's People, traduit en français sous le titre de Lieutenant de juillet, est une fiction d'un exode intérieur anticipant un effondrement social et explorant les rapports de pouvoir complexes et la perte des repères dans une Sud-Afrique post-apartheid imaginaire. L'œuvre de Nadine se caractérise par une analyse pénétrante, consciente et de choix individuels face à l'oppression collective. G.M. Coates est un géant de la littérature sud-africaine dont l'œuvre est souvent sombre et introspective, interrogeant la nature humaine et morale. Son roman Disgrace, traduit en français sous le titre de Disgrace, est un récit brutal sur la violence, la culpabilité et la rédemption dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Il aborde les thèmes de la terreur rurale, de la masculinité toxique et de la déchéance. Waiting for the Barbarians, traduit en français sous le titre de En attendant les barbares, est une allégorie percutante sur la colonisation, la torture, la fracture morale qui découle de l'oppression. L'écriture minimaliste et rigoureuse de Coates interroge la conscience individuelle et collective, plaçant le lecteur face à ses propres préjugés et à ses complicités. Au-delà des romanciers, la poésie a joué un rôle crucial dans la résistance. Wallis et Rhodes et Denis Brutus sont des poètes engagés dont les vies furent marquées par l'emprisonnement et l'exil en raison de leur opposition à l'apartheid. Leur poésie, souvent orale et militante, est vibrante d'une énergie contestataire. Elle n'est pas seulement un art, mais un cri. Ils ont réussi à rapprocher la lutte politique de l'exigence esthétique, mobilisant l'esprit et les cœurs des opprimés et portant un message d'espoir et de résistance. Leurs vers sont des témoignages directs de la souffrance, mais aussi de l'indomptable esprit de liberté. Ces auteurs, parmi beaucoup d'autres que je n'ai pas cités, ont enrichi la littérature sud-africaine des perspectives cruciales et d'une diversité de voix, reflétant la complexité et l'histoire de la société du pays. Leur contribution est indispensable pour comprendre pleinement le paysage littéraire sud-africain. La littérature contemporaine africaine est indéniable. Les œuvres de ces auteurs nourrissent la littérature contemporaine et continuent d'inspirer de nouvelles générations d'auteurs. Des écrivains comme Kamel, Leonara Miano, Tchomanda Ngozi Adichie, Yann Biazi dialoguent explicitement et implicitement avec leurs prédécesseurs. Ils reprennent des questionnements fondamentaux tout en les adaptant aux réalités actuelles. De nouvelles thématiques émergent ou s'approfondissent, enrichissant les paysages littéraires. L'écologie et l'impact du changement climatique sur le continent africain deviennent des sujets de préoccupation majeures. La diaspora et les expériences des Africains vivant du continent sont au cœur de nombreux récits, explorant les notions de déracinement, le multiculturalisme et les retours aux sources. Le trauma post-colonial et les questions de réparation pour les injustices historiques, y compris l'esclavage, sont abordés avec une nouvelle acuité. La littérature contemporaine se situe ainsi dans une tension constante entre le passé et le présent. En conclusion, cette plongée dans les racines de la littérature africaine, de son apogée à son âge d'or, au mouvement spécifique du Maghreb et de l'Afrique du Sud, relève un corpus d'œuvres d'une richesse et d'une complexité extraordinaire. La littérature africaine n'est pas un bloc monolithique, mais un cadéloscope de voix, des langues, des perspectives, toutes unies par une même volonté de dire, de témoigner, de transformer. Elle est le miroir d'un continent en constante évolution, un laboratoire où se forge l'idée africaine moderne. J'espère que cette exploration vous a éclairé et passionné. La littérature africaine est un champ d'études inépuisable, un dialogue permanent entre le passé, le présent et l'avenir. En la lisant, ne faisons pas qu'apprendre sur l'Afrique. Nous nous enrichissons nous-mêmes, nous enrichissons nos perspectives du monde et de l'humanité. C'était Lynx Bigos et je vous remercie de nous avoir rejoints sur From Voice to Words pour ce dernier épisode de plongée dans les racines de la littérature africaine. D'ici là, prenez soin de vous. À santé.